Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission qui est dédiée à une thématique de fin d'année, en l'occurrence que faire pour réduire vos impôts en 2025 et comment bien optimiser vos placements d'ici la fin de l'année. Pour en parler, je suis en plateau aujourd'hui avec deux invités. Stéphane Cohen, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Advisor chez Alta Profit. Alta Profit, société de conseil en gestion de patrimoine sur Internet. Et avec moi également Thibaut Cassagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale à la Financière de l'Échiquier Gestion Privée. Alors, Financière de l'Échiquier, c'est une des principales sociétés de gestion d'actifs en France qui propose notamment un accompagnement patrimonial global à ses clients privés. Voilà pour les présentations. Alors, au sommaire de cette émission, d'abord, on va évoquer dans un premier temps le calendrier précis qui s'applique en cette fin d'année en termes de fiscalité. On détaillera aussi les actions à mettre en place pour réduire cet impôt en 2025 et on verra quels sont les mécanismes fiscaux qui existent et qui sont les plus intéressants pour réduire cet impôt. Pour commencer, d'abord, quelques éléments peut-être de vocabulaire ou de contexte pour qu'on comprenne bien, Stéphane, sur les mécanismes de l'impôt sur le revenu. Finalement, quels sont les grands concepts à connaître ? Alors, la première chose que l'on peut évoquer, c'est le prélèvement à la source qui a largement simplifié l'agenda fiscal. On est là à une période de l'année où on peut encore ajuster son impôt sur le revenu pour l'exercice 2024. Alors, comment fonctionne le prélèvement de l'impôt sur le revenu en France ? Il s'agit calculé donc en fonction d'un barème, un barème progressif qui est composé de 5 tranches. On parle du taux moyen d'imposition qui est en fait le taux moyen auquel l'ensemble de vos revenus vont être taxés. Il y a un taux également qui est intéressant, c'est le taux marginal d'imposition. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le taux de la tranche la plus élevée sur laquelle vous êtes taxé. Et ce TMI permet de calculer, d'avoir une vision sur l'impôt ou le gain fiscal si on a une augmentation de ses revenus, parce qu'ils seront systématiquement donc taxés à la tranche la plus élevée. Et également, si on a des réductions fiscales, eh bien on saura tout de suite quel est le gain. Autre élément ? Non. Thibaut ? Et puis c'est vrai qu'il existe deux principales méthodes pour réduire son impôt sur le revenu. Soit je réduis ma base d'imposition, notamment par le biais des charges déductibles, ou alors j'agis directement sur mon impôt par le biais des réductions et crédits d'impôt. Et c'est vrai que de faire cette dissociation, c'est intéressant, parce que notamment par la deuxième, qui sont les réductions et crédits d'impôt, eh bien je vais être limité, c'est ce qu'on appelle le fameux plafond des niches fiscales, qui est en principe de 10 000 €. Alors maintenant qu'on a posé les bases, réduction, déduction, quelles sont les opportunités pour agir sur son impôt et avant le 31 décembre ? Alors, le premier placement qui me vient à l'esprit, c'est ouvrir ou faire des versements sur un plan épargne retraite, puisque ce placement présente une grande flexibilité fiscale. On peut choisir d'avoir l'avantage fiscal à l'entrée, et dans ce cas, on est taxé à la sortie, mais on a des solutions aussi pour baisser la facture à la sortie, ou bien on ne déduit pas à l'entrée et à la sortie, le capital est sans fiscalité. Alors, comment ça fonctionne ? À chaque fois qu'on va faire un versement sur un plan épargne retraite, eh bien, on va pouvoir, la somme des versements de l'année, on va pouvoir les déduire de son revenu imposable et on va regarder quel sera le montant le plus avantageux en termes de plafond, entre 10% du PAS, donc qui est de 4 399 €, ou bien 10% de ses revenus professionnels qui vont être plafonnés à 8 PAS, et c'est un montant de 35 194 €. Donc on regarde effectivement quel est le plus avantageux des deux, et ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est que les déductions ne rentrent pas dans une niche fiscale en ce qui concerne le plan épargne retraite. Un élément à ajouter sur le PER ? Oui, peut-être un élément dont on parle assez peu, c'est le biais de transmission du PER Assurance. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne mouture du PERP.
Et j'entends par là que si j'ai souscrit un PER assurance et que je n'ai pas débloqué mon épargne, en cas de décès, les capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés. Et dans ce contexte, on peut arriver à des optimisations. Si je prends l'exemple d'époux mariés et que le conjoint survivant est bénéficiaire du PER, eh bien, il va percevoir les capitaux en totale exonération. Donc j'aurais profité non seulement de la déduction au niveau de l'impôt sur le revenu, et en plus, j'ai le conjoint survivant qui récupère le capital en franchise d'impôt. Et puis, si jamais, dans le cas toujours de mon exemple d'époux mariés, que les deux époux ont souscrit un PER, eh bien, le conjoint survivant pourrait aussi débloquer son PER dans un cadre fiscal très avantageux, puisque le décès du conjoint fait partie d'un cas de déblocage anticipé. Et cette fois-ci, on n'aura pas une exonération en totalité, mais une quasi-exonération. Donc on est en toute fin d'année, on va le rappeler. Quel calendrier appliquer pour que cette réduction s'applique dès le début de l'année 2025 ? Est-ce que c'est encore faisable, tout simplement ? C'est encore faisable, il reste encore quelques jours. Donc pour bénéficier, il faut vraiment que les placements qui jouissent d'une déduction ou bien d'une réduction fiscale soient réalisés avant le 31 décembre 2024. Thibault ? Eh bien, en fait, effectivement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si je réalise des versements typiquement sur un PER qui viennent réduire mon revenu imposable, eh bien, ça va impacter mon prélèvement à la source, ça va venir le diminuer. Et même en cours d'année, je peux très bien, notamment si je fais plutôt des versements en début d'année, demander une modulation de mon prélèvement à la source si j'ai réalisé des versements importants sur mon PER. Autre question, dès lors qu'on a bien étudié ces besoins patrimoniaux, quelle stratégie on peut adopter ? Stéphane ? Alors, une stratégie défiscalisante va s'inscrire dans une stratégie patrimoniale globale. Elle passe par une analyse de sa situation personnelle, familiale, professionnelle, mais également sur sa situation patrimoniale. On regardera également quel est l'objectif du placement, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, quel est le projet qu'on a. On regardera également l'horizon de placement. Est-ce que j'ai un horizon à court terme? Est-ce que je place mon argent pour le sortir dans 2 ans? Ou est-ce que j'ai un horizon de placement beaucoup plus long? Et tous ces éléments vont permettre d'orienter un choix vers un placement le plus adapté. Il y a ensuite un élément également fondamental, c'est la sensibilité de l'épargnant au risque financier. Est-ce qu'il est totalement averse ou est-ce qu'il est prêt à prendre des risques? Et ça passe par la détermination d'un profil investisseur. On va répondre à un scoring, un certain nombre de questions. On va également analyser sa propre connaissance ou sa culture financière. Et tous ces éléments vont permettre d'avoir la meilleure stratégie adaptée à sa situation. Oui, donc on a bien en tête le calendrier beaucoup plus précis maintenant pour agir avant la fin de l'année pour réduire ses impôts en 2025 et surtout optimiser ses placements. Ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier concrètement ce qui peut être fait pour optimiser ses rendements et réduire sa fiscalité en 2025. On va donc commencer par les solutions de déduction pour les investisseurs, notamment en PER. On en parlait tout à l'heure. Concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, un plan épargne retraite, c'est une épargne longue. Le terme du placement, c'est la date de liquidation des droits à la retraite. Donc là, on part sur plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus. Et tous les ans, on va verser, pendant cette phase d'accumulation, on va verser des sommes sur son plan épargne retraite. Il y a des conditions de déblocage, mais il faut avoir en tête que globalement, un plan épargne retraite, on ne récupère pas les capitaux avant et on va pouvoir donc déduire ces sommes de son revenu imposable tous les ans. Et donc tous les ans, on aura cette déduction. Avec notamment un horizon de placement, vous le disiez, qui est très long, c'est-à-dire qu'on peut démarrer
très tôt. Et idéalement, il faut démarrer le plus tôt possible, à la fois pour l'aspect performance, on se crée un capital conséquent, et pour bénéficier de cette déduction. Il y a un autre dispositif éligible à la déduction d'impôt, il est bien connu, c'est l'investissement en immobilier locatif. Vous pouvez nous expliquer, Thibault ? Oui, évidemment, on a toujours dans cette logique de réduire sa base imposable la possibilité tout simplement de réaliser des travaux sur un bien locatif nu. Et je pense notamment au déficit foncier. Et l'idée, c'est que si j'engage des travaux qui me créent des charges et qui seraient plus importantes que mes recettes, eh bien d'abord, j'annule mes potentiels revenus fonciers existants. Et puis, en plus, je peux constater un déficit foncier sur mes revenus globaux. Et ça, on peut le faire dans la limite de 10 700 €. Alors ça, c'est le dispositif de droit commun, mais il est à noter que ce plafond de 10 700 €, il peut être doublé en cas de rénovation énergétique, notamment lorsque je fais des travaux qui consistent à sortir le statut de passoire énergétique, l'investissement que je réalise. Et enfin, peut-être, dernier point, c'est vrai que dans un contexte où la location meublée est un peu chahutée, pour un futur investisseur potentiel, le fait de se dire que je trouve un bien locatif dans l'ancien à rénover, je réalise des travaux, avec le jeu des intérêts d'emprunt, eh bien dans les faits, pendant un certain nombre d'années, j'arrive à avoir pratiquement aucun impôt à payer. Option de déduction, donc effectivement Exactement. Intéressante. Parmi les placements, cette fois, qui ouvrent à la réduction d'impôt, on peut peut-être parler de deux placements, le FIP, Fonds d'investissement de proximité, et les FCPI. Qu'est-ce que c'est d'abord et surtout, est-ce que c'est rentable ? Alors, le fonds commun de placement dans l'innovation et le fonds d'investissement de proximité, c'est deux types de fonds qui permettent de flécher l'épargne des Français vers l'économie des territoires, vers l'économie locale. Ils permettent d'accompagner des entreprises dans leur développement. C'est vrai du capital risque, ce sont des placements qui sont risqués. On investit dans ces fonds dans des entreprises cotées, mais on investit surtout aussi dans des entreprises non cotées. Pour inciter les Français à s'intéresser à ce type de placement, on a un dispositif fiscal. Et ce dispositif fiscal, pour vous le synthétiser, c'est qu'à chaque fois vous allez acquérir des parts de FCPI ou de FIP, eh bien vous allez pouvoir déduire jusqu'à 18% du montant que vous avez investi dans ces parts, ce qui nous amène donc, alors on a un plafond, 12 000 € pour un célibataire, 24 000 pour un couple, et on peut donc aller en termes de réduction d'impôt, c'est bien une réduction d'impôt. Pour un célibataire, on peut aller jusqu'à 2 160 €, 18% de 12 000, et pour un couple donc de 4 320 €. Et donc l'horizon de placement, c'est important à connaître aussi. Alors l'horizon de placement, on est là aussi sur une épargne moyen terme, parce que l'argent est bloqué au moins pendant 6 ans. Dans certains cas, ça peut même aller à 7 ou 8 ans. Donc il faut bien avoir cet élément en tête. L'argent n'est pas liquide ces premières années. Justement, une question, à quel profil d'investisseurs s'adressent ces placements ? Alors c'est qu'au-delà de la réduction d'impôt, ce type de placement s'adresse d'abord à des contribuables qui acceptent le risque de non-liquidité d'un placement et puis bien sûr d'une prise de risque certaine. Et puis bien sûr, ça doit s'inscrire dans une allocation globale et ça doit faire sens dans la stratégie patrimoniale du client. Stéphane ? Je suis complètement alignée. On investit ici dans des actions qui peuvent être non cotées. Il y a une prise de risque et ça s'adresse à des personnes avisées. Donc on a bien vu que les supports d'investissement disponibles pour réduire la fiscalité en 2025 sont nombreux et variés. On vous en a donné quelques exemples. On va maintenant entrer dans le détail des mécanismes fiscaux qu'on peut actionner pour réduire son impôt. Et on va commencer par un exemple peut-être très concret, Thibault. Si j'ai des plus-values sur un compte-titre en 2024, quel mécanisme puis-je actionner ? Effectivement, typiquement, si j'ai un compte-titre avec une forte plus-value et que j'ai des enfants, je pourrais très bien décider, au lieu de céder les lignes de mon compte-titre, donc de payer un impôt de plus-value,
Et si jamais par la suite je souhaite faire un petit coup de pouce à mes enfants, passer par la case donation, eh bien je pourrais inverser la chronologie et finalement procéder par une donation de mon compte titre à mes enfants, à charge pour eux de revendre les titres. Et là, dans ces conditions, eh bien l'impôt de plus-value est écrasé. Pourquoi? Parce que les enfants, quand ils vont revendre les titres, eh bien, le prix de revient pour eux, c'est la valeur actuelle des donations. Donc il n'y a pas d'impôt de plus-value. Bon, il faut simplement savoir que ce type d'opération, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut être accompagné et il faut prendre certaines précautions pour éviter d'être dans les écueils de l'abus de droit. Vous avez un autre exemple peut-être? Oui, peut-être un autre exemple, c'est que si j'ai un compte titre, cette fois-ci, que j'aurais acquis par héritage peut-être, et que là aussi j'ai une forte plus-value, je décide de le céder, eh bien il faut penser que si jamais j'ai payé des droits de succession, eh bien je vais pouvoir le majorer sur le prix d'acquisition de mes titres. Donc en d'autres termes, ça va venir réduire mon impôt de plus-value. On parle là donc de l'aide financière des parents vers leurs enfants, ça c'est plutôt assez connu, mais l'inverse existe et ça on en parle assez peu. Il y a une déduction possible sur le revenu imposable pour donc l'inverse, l'aide financière des enfants vers leurs parents, Thibault? Effectivement, si j'ai mes ascendants qui sont dans le besoin, il faut que je le prouve en cas de contrôle, eh bien l'aide que je leur ai versée, je vais pouvoir le déduire de mon impôt sur le revenu sans même une limite de plafond. Il faut savoir que si jamais par contre j'ai mon ascendant qui vit sous mon même toit, là, dans ce cas-là, j'aurai le droit à une somme forfaitaire. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette aide, ce dispositif, Stéphane? C'est vrai qu'il est intéressant et il est peu connu et cette aide financière peut être vraiment déduite du revenu imposable. Ça mérite de s'y intéresser. Un élément peut-être avant de terminer cette émission autour de la loi de finances, de son projet pour 2025, à quelques jours de la fin des débats. Qu'est-ce que vous en retenez, Thibault? Alors effectivement, d'abord c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu politique particulier. Alors il faut savoir que le projet de loi de finances 2025 a été retoqué au niveau des recettes. Alors il faut revenir au projet initial. Alors 3 mesures sur le projet peut-être initial. La première, et là on va parler de plus-value en matière de meublé. Et ce qui est prévu, c'est que si je détiens un bien qui est loué meublé dans le cadre de la location meublée non professionnelle, eh bien je ne serai plus soumis aux plus-values immobilières des particuliers classiques que l'on connaît tous. Et là, dans ce cas-là, je devrais réintégrer plutôt les amortissements dans mon assiette de plus-value. Donc en d'autres termes, j'aurai une augmentation de la plus-value à payer si je fais du LMNP. Alors il y aura toujours aussi le système d'abattement pour durée de détention, mais c'est le premier point. Le deuxième point dans le projet initial, et ça fait couler pas mal d'encre, qui concerne la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus. Alors si je prends l'exemple, ça concerne évidemment une minorité de contribuables. Si je prends l'exemple d'un couple marié qui a plus de 500 000 € de revenus, eh bien, si l'administration fiscale constate que leur taux minimum d'imposition n'est pas de 20%, eh bien, ils auront une contribution différentielle. De manière peut-être plus concrète, ça va concerner les contribuables qui ont des revenus peut-être courants professionnels relativement faibles par rapport à des revenus qui sont soumis à la flat tax et au prélèvement forfaitaire unique qui seraient très importants. Et dans ce cas-là, on aurait cette contribution qui viendrait taxer ce type de foyer fiscal. Enfin, peut-être une troisième mesure, c'est que le régime de plus-value des départs en retraite qui permet un abattement de 500 000 € serait prorogé jusqu'en 2031. Puis j'ajouterai une dernière chose. Tout à l'heure, on a parlé du levier transmission sur le PER. Il a été pointé du doigt par un rapport, mais pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas remis en cause par le projet de loi. Stéphane, vous retenez quoi de ces mois de débat? Ce que je retiens, on est là, on parle bien de la loi de finances pour 2025, et je crois que là, à quelques jours de la fin de l'année, ce qu'il faut retenir, c'est on est soumis à un impôt et qu'il y a encore quelques jours et on peut encore faire un certain nombre de choses pour réduire en tout cas sa fiscalité sur l'exercice 2024. Justement, pour terminer cette émission, on a coutume de vous demander un conseil pour les personnes qui n'ont pas encore finalisé leur stratégie fiscale pour 2025. Qui veut se lancer? Effectivement, peut-être le conseil vraiment à retenir, c'est que même si je décide de réaliser des investissements qui pourraient me permettre de réduire mon impôt sur le revenu,
Il faut toujours se poser la question, est-ce que ça répond à mes objectifs patrimoniaux? Est-ce que ça répond à ma sensibilité au risque? Il ne faut pas se laisser aveugler par ce prisme fiscal au risque finalement de faire des investissements qui ne seraient pas toujours économiquement viables. Et ça, c'est très important. Stéphane? Je suis complètement alignée et c'est vrai qu'on ne fait pas un placement one shot, ça s'inscrit dans une situation globale et il est toujours pertinent de se faire accompagner par un professionnel. Merci à tous les deux. Donc Stéphane Cohen, Senior Advisor chez Alta Profit, et Thibaut Cassagne, responsable de l'ingénierie patrimoniale à la financière de l'Échiquier, gestion privée. Évidemment, je vous signale que vous pouvez poser toutes vos questions à nos deux experts par mail. Leurs coordonnées vont s'inscrire dans le générique de l'émission. Merci à tous et à bientôt.